Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. C'est un fait, la planète entière se réchauffe à cause de la pollution. Les glaces des pôles fondent, ce qui entraîne une augmentation du niveau de la mer de 2,2 mm par an. Un chiffre qui peut paraître anodin et pourtant qui ont des conséquences directes sur les populations vivant en bord de mer puisque la plage se retire. Et vous êtes nombreux puisque 70% de la population habite à moins d'1 kilomètre de la mer. Vous saurez tout dans votre rubrique C'est bon à savoir ce soir. Sommes-nous amenés à disparaître? Heureusement, il existe des solutions. Des zones côtières protégées ont été mises en place au pays. Il y en a 6. Glenda Maka, membre d'une de ces zones côtières, est avec nous ce soir. Avant de la rejoindre, je vous propose de découvrir ce que c'est que ces zones protégées dans ce reportage diffusé ce soir dans votre journal. Différentes études ont été faites au pays pour comprendre le phénomène d'érosion dans le Pacifique. Le projet GERSA, mené par l'Institut de recherche pour le développement en 2006, a permis la mise en place de 6 zones côtières inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces zones permettent aujourd'hui de faire des études concrètes de terrain et sensibiliser la population sur ce phénomène d'érosion. En 2014, c'est le projet Intègre à l'échelle du Pacifique qui soutient la gestion de ces zones côtières et permet le réaménagement de certaines plages au pays grâce aux 25 millions du Fonds européen de développement. À Touault, par exemple, des bois ont été placés sur plusieurs dizaines de mètres pour figer le trait de côte. Mais ces mesures ne sont pas suffisantes car la mer gagne toujours plus de terrain et ça coûte cher. Dans d'autres pays du Pacifique, la solution, c'est de partir. La mise en place de digues ne suffit plus. Au Kiribati, les populations ont déjà commencé à migrer vers la Nouvelle-Zélande ou Fidji. Bonsoir Glenda. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Glenda, tu es membre de la zone côtière ouest. C'est ça. Alors pourquoi avoir décidé d'être membre d'une de ces zones ? Pourquoi déjà? Parce que mes enfants... je suis mariée avec un monsieur qui est sur Bourail à la tribu de Guarou. Donc ça les touche de proche. Et ça se dit ça? Oui. Et puis il fallait faire quelque chose. Donc tu te sens directement concernée. Et du coup, ça fait bientôt 3 ans que... au départ, on était bénévole. Et puis après, ça fait 2 ans qu'on a pris une carte d'adhérent. Alors, quelle est la zone que vous couvrez? La zone côtière, je ne sais pas si on peut la voir derrière nous. Alors, voilà, on la voit, donc c'est au niveau de Bourail et d'Eva. Nous, on démarre à partir de La Foix. On fait La Foix, Saramea, Farino, Moindou, Bourail et tout le littoral de Poya Sud. Donc on agit sur toute cette zone, sur 5 communes. Alors, quelles sont les actions qui sont faites sur le terrain? Qu'est-ce que toi, tu fais en tant que membre de cette zone côtière? On fait du reboisement dans les forêts sèches. On fait avec Calédopine, parce qu'il vient y participer avec nous dans notre zone pour tout ce qui est ramassage de déchets. On fait beaucoup de sensibilisation et on essaye de mutualiser nos actions avec toutes les associations environnantes, quoi. Alors, sur le terrain, est-ce que toi, tu remarques, que ce soit à Poé ou même à Deva, cette montée des eaux? Oui, beaucoup. Et là, on a eu Oma, là, c'était quoi, il y a 2 mois. Et sur la Roche-Percée, on a perdu quand même pas mal de mètres de plage, ainsi qu'à Poé. Et puis après, on a, nous, la pollution que nous, l'homme, apportons finalement aussi. Donc c'est important pour toi d'agir à ce titre-là. Oui. Tu es en plus donc originaire du pays, de Bourail, mais aussi de Wailou. Comment ça se passe à Wailou? Alors, à Wailou, ma mère, elle est à la tribu de bas. Et du coup, ce que j'apprends de l'autre côté, je le rapporte chez ma mère. Et du coup, j'ai arboré tout le littoral. Ça fait 1 an et demi où j'ai planté de la mangrove. Après, j'ai fait une barrière végétale pour essayer de... On ne va pas l'arrêter, ce qui est en train de se passer, mais on va limiter. Donc, toi, pour limiter, ce que tu fais, c'est que il faut planter au maximum pour retenir la terre. Retenir le sable. On l'a vu dans le reportage tout à l'heure, à Touault, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont mis des bois pour retenir le trait de côte. Est-ce que ce genre de... On le voit d'ailleurs juste derrière nous. Est-ce que ces actions-là, ces travaux ont été faits aussi sur la côte ouest ou pas encore? Non, je ne les ai pas vus. Sur la zone de Bourail, je n'ai pas vu ça. Non. Non, nous on plante.
Planter, mettre des bois ou encore des digues, des solutions contre le réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique, de quoi il s'agit exactement et où est-ce qu'on en est? Je vous propose de tout découvrir dans votre rubrique C'est bon à savoir et c'est tout de suite. C'est très bien. La planète se réchauffe et d'ici la fin du siècle, on risque d'arriver à plus encore 4,6 degrés. Pareil que les 2,2 mm d'eau en plus, ça paraît anodin et pourtant, les conséquences sont déjà visibles. 3 000 milliards de tonnes de glace ont fondu depuis 1992 en Antarctique. On pense que c'est pas beaucoup, mais c'est 20 fois plus rapide qu'il y a quelques siècles déjà. Explication de ce phénomène dans cette vidéo. 1 mètre. C'est l'élévation attendue du niveau moyen des océans à l'horizon 2100 si le réchauffement se poursuit au rythme actuel. Alimenté par la fonte des glaciers comme au Groenland et en Antarctique et par la dilatation thermique des océans, le niveau marin a déjà grimpé de 20 cm depuis la période pré-industrielle. 400 millions. C'est le nombre de personnes qui vivent aujourd'hui à moins d'1 mètre au-dessus du niveau des mers. Leur habitat aura donc disparu sous les eaux. Si le rythme actuel du réchauffement se poursuit, la menace est forte. Plus de la moitié des 20 plus grandes villes de la planète sont portuaires, principalement en Asie, mais aussi en Amérique du Nord. 40%. C'est la réduction minimum des émissions de gaz à effet de serre qu'il faut atteindre d'ici à 2050 pour avoir une chance de demeurer sous le seuil critique des 2 degrés de réchauffement. L'objectif de la communauté internationale est d'arriver d'ici à la fin du siècle à une économie mondiale neutre en carbone, c'est-à-dire qui émet autant de carbone qu'elle en absorbe. Glenda, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Finalement, comme tu disais tout à l'heure, on ne peut pas arrêter, on peut freiner le phénomène, mais pas l'arrêter. Est-ce que tu penses que la Nouvelle-Calédonie va du coup disparaître un jour? Oui, je pense aussi. Oui. On est une île, c'est Oui, vrai qu'on on est est une île brésilien. avant tout. Le Pacifique est directement touché. Les Maldives, voilà, ils vont être aussi les premiers à disparaître. Les Kiribati, il y en a plein qui ont déjà migré vers la Nouvelle-Zélande, Fidji. Il y a 5 îles des Salomon qui ont déjà disparu. Et regardez ces images, les 16 plus grandes villes vont être aussi sous les eaux. Bombay en Inde. Il y a New York aussi aux États-Unis, Brésil. Donc là, on voit pratiquement plus la voiture. Shanghai aussi en Chine. Donc finalement, le phénomène est mondial. Sydney en Australie aussi, bien sûr. Donc là, on voit bien avec l'opéra. C'est impressionnant. En Afrique du Sud, au Royaume-Uni, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai que ça concerne vraiment tout le monde et particulièrement les îles du Pacifique. Au pays, pour le feuilleton, on a suivi Célestine à Tuo qui est amenée à partir de chez elle à cause de cette montée des eaux. Avant de continuer, regardons ce reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. Dans la tribu de Tiwende à Tuo, depuis quelque temps, la montée des eaux menace les habitations. La mer, elle a vite monté en quelques années, là, ça a vite monté. Puis quand le mauvais temps, il arrive, quand c'est les grandes marées, puis c'est la houle qui creuse. C'est la première fois. Mais les 2 autres fois, ça y est, voilà, l'autre, il est en bas. Mais la première, ben, elle est partie déjà avec la mer. On a voulu récupérer, mais voilà, c'est trop lourd. Ici, Célestine n'a aucune autre solution que de partir. Les autorités coutumières de sa tribu ont conscience de l'urgence à trouver des solutions. Comme vous voyez là, le bagnon qui est là, avant, il y a 10 ans de ça, on venait manger, pique-niquer ici, là, juste autour. Là. Et là, on ne peut plus, là c'est l'eau, ça y est, il a pris jusqu'à là. Mais ça fait peur, c'est vrai que ça fait peur. On voit toujours à la télé ce qui se passe, comme Tuvalu et tout ça. Mais voilà, ici, c'est la réalité, c'est tous les jours, nous on le vit au quotidien. Voilà, si jamais il faut déplacer ceux qui sont ici tout le long du littoral, ben, il y a une place, quoi. Il y a une place où... Et les gens, ils ont chacun déjà leur parcelle, quoi. Glenda,
Est-ce que toi qui es sur le terrain, tu vois que les gens se rendent compte un peu de cette situation? De plus en plus. Parce que maintenant, il y a énormément de sensibilisation, du coup, les gens prennent conscience. Ça commence. Quelle est l'importance de la sensibilisation, d'ailleurs? C'est d'informer les gens pour que les consciences changent, pour que notre mode de fonctionnement change, que les petits gestes deviennent des grands. Alors, qu'est-ce que toi, tu fais à ton échelle pour sensibiliser, justement? Je discute beaucoup avec les gens que je rencontre, dans le milieu familial et tout. Je discute beaucoup environnement pour que ça percute et puis qu'ils se rendent compte, quoi, qu'il faut qu'on change parce que on est une île et puis si on fait rien, on va couler sous les eaux. Alors là, on le voit derrière, cet homme nous a dit qu'il y a des parcelles qui sont réservées pour les habitants. Finalement, les gens vont devoir partir de chez eux. On sait qu'au pays, la terre, c'est vraiment important au niveau culturel. Aussi. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est triste. Parce que on a la culture, on a notre histoire, on est affilié à des endroits. Du coup, c'est triste. Et encore ici, sur la côte ouest, on a la chance qu'entre le littoral et la montagne, du coup, on a de l'espace. Mais sur la côte est, je vois par rapport à Wailoum, chez ma mère, littoral, montagne. On n'a pas autant d'espace. Après, ça dépend de l'endroit où on est situé, mais on a moins de repli. Donc les gens vont être obligés peut-être d'habiter en haut des montagnes. En fait. C'est ça. Alors, des solutions, est-ce qu'il y en a? Peut-être des îles artificielles, comme l'ONU, ils viennent de lancer en avril un projet d'île sur plus de 200 hectares. On le voit derrière nous, aux Maldives déjà, il existe une île artificielle qui est actuellement en construction, où il y a des magasins, des commerces, donc des plages immenses. Est-ce que, Glenda, tu penses que ça peut être une solution? Alors ça, il s'agit du concept de l'ONU. C'est comme des îles flottantes, en fait. Hein. Je pense que l'argent qu'ils mettent dedans, ils auraient dû le mettre il y a quelques années en arrière, quelque chose comme 20-30 ans, pour justement limiter l'impact dans tous ces pays, et puis notamment dans le Pacifique, pour faire quelque chose, et pas attendre au dernier moment, quoi, finalement. Parce que là, ils sont un peu pris à la gorge. Du coup, c'est pour ça qu'ils créent des choses comme ça. C'est vrai que finalement, on sera peut-être amené à être sur des îles artificielles, ce qui est vraiment dommage. Au Kiribati, vraiment, les Kiribati ont presque totalement disparu. C'est dommage. En effet, il y a en plus l'érosion qui n'arrange pas la situation. L'érosion qui est un phénomène naturel et qui grignote aussi la mer. À Ponériouin, Auguste le voit aussi tous les jours près de chez lui. Regardons ce reportage réalisé par Aurélie Néaoutine et diffusé lundi soir dans votre journal. Auguste Méret vit à Mou, une tribu de la côte Est installée le long du littoral. En 10 ans, cet ancien technicien agricole a vu son terrain se modifier. Tout ça c'est bouffé maintenant, il n'y a plus de... Par ici, il y a des rangées de, comment on appelle, les cocoteries. Tout ça, la mer, il est en bas, quoi, le bord. Et tout ça, c'est, on va dire en 10 ans, ça fait une remontée de 10 ou 15 mètres, à peu près. Un phénomène d'érosion auquel vient s'ajouter la montée des eaux due au réchauffement climatique. À chaque nouveau caprice de la météo, la mer grignote un peu plus le littoral. À peine quand le vent il souffle, ou bien dans les marées montantes de mois de décembre, janvier. Mais ça y est, on vient toujours regarder parce qu'il passe déjà à travers. Selon la province Nord, en charge de la problématique, le phénomène s'est accentué ces dernières années. En 2012, elle a réalisé un audit. Ponériouin compte parmi les communes les plus exposées du Nord. Habitations et routes sont menacées. À Mou, au lieu dit la Vierge, la mer est à quelques mètres du passage. Une proximité parfois dangereuse pour les automobilistes. Glenda, en 10 ans, 10 à 15 mètres de plage qui se sont retirés. Il faut le voir pour le croire, en fait. C'est ça. C'est triste. Alors, comment tu penses que les habitants peuvent réagir, eux, à leur échelle? Adopter des gestes simples, planter le bord du littoral pour retenir la terre.
Déjà, ce serait déjà un bon début. Et la mangrove aussi, c'est bien de la replacer. Pour limiter. La végétation Oui. a donc un rôle vraiment important. Oui, il le faut. Alors en plus vraiment des côtes, la côte Est ou la côte Ouest, il y a aussi à Nouméa la mer qui se retire et qui est compliquée aussi pour les commerces puisque ça touche l'économie. Avant d'en parler, Glenda, regardons ce reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal. Comment ça se passe pour les commerces? Il n'y a plus de plage demain. Des réponses. Sita est co-gérante d'une structure hôtelière située au Val-d'Or. Sur la plage, à quelques mètres de ses bungalows, elle ne peut que constater les effets de la montée des eaux. Ça change très vite. La sable, elle vient, elle va. Mais ici, on a quand même de la chance qu'on n'a pas besoin de ramener de l'autre sable. On essaie à ne pas s'inquiéter énormément, même si on voit beaucoup de dégâts et on le voit tous les jours. Mais on essaie à faire avec. On replante des arbres un peu plus à l'intérieur pour essayer à tenir la terre et tout ça. Et si on arrive à faire notre mieux, mais de toute façon, la nature elle est plus forte que nous. Même si elle se sent impuissante face à ce phénomène, elle reste optimiste car sa plage lui permet encore de maintenir une activité touristique décente. En revanche, ici, à Lonsvata, l'absence de plage, mais surtout de sable, impacterait directement les commerces et certaines de nos habitudes. J'ai vu vraiment l'évolution de la plage. À l'époque, le sable était vraiment plus grand. Et là, maintenant, le sable arrive sur l'herbe, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Et au point de vue réchauffement climatique, c'est sûr que chez nous, ça va poser un gros problème. Parce que notre clientèle aime prendre leur glace, leur gaufre sur la plage. Et ça sera vraiment quelque chose de dramatique, quoi. Glenda, à Poé, il y a aussi des sites, il y a beaucoup de touristes, à Deva aussi. Il y a un projet de réhabilitation de la plage. Qui est copiloté par la ZCO et mandaté par la mairie. Et ils ont eu leur première réunion il y a 10 jours. Et là, la prochaine, la deuxième réunion de travail aura lieu dans 10 jours, à peu près. Alors en quoi ça va consister ? Alors, c'est l'aménagement du littoral, parce que il faut savoir que un constat qu'il y a eu là entre janvier et février, là, on a les emplois, les jobs d'été avec la PS, la province sud, et il y a eu un constat, c'est que sur la zone de Poé, en face de la mutuelle des fonctionnaires et centre RFO et tout, il y a eu quand même 10 000 personnes en 2 mois. Donc ça fait une sacrée pression anthropique. Et du coup, avec Florian, le coordinateur de la ZCO et tout, ils vont voir pour aménager et délimiter, parce que là, si on veut, tout le monde se met là où ils veulent, comme ils veulent. Il n'y a pas vraiment d'endroit bien défini pour essayer de limiter l'impact humain sur la zone. Du coup, ils vont travailler sur ça pour la zone de baignade, le débarcadère pour l'eau, là où poser les roulottes, bien définir les choses. Qu'il n'y ait plus qu'on se mette que ce soit plus réglementé. Voilà, parce que même les pancartes, on les plante comme ça et tout, il n'y a aucune chose qui est faite dans ce sens-là, tandis que là, ça va commencer. Donc ça fait partie du rôle aussi des zones côtières ? Oui, la gestion. Et pour toi, c'est vraiment agir sur le terrain, sensibiliser à la fois et essayer de ralentir ce phénomène qui malheureusement ne peut pas être arrêté, à moins vraiment qu'au niveau mondial, tout change. Mais sinon, c'est compliqué. Au pays, pour mesurer le niveau de la mer, il y a 7 marégraphes qui existent. Un à Nouméa depuis les années 60. Un autre a été installé à Nambo en 2005. D'autres ont été implantés depuis 2011 à Yengen, Thio, Mare, Ouvea, Lifu ou encore à Winé, mais les résultats ne sont pas très significatifs. D'après le marégraphe de Nouméa, de 1967 à 2005, l'eau est montée de 1 mm et à partir de 95, de 2,2 mm par an. Et à partir de 2005, pardon. Donc c'est vrai que ça paraît pas énorme et pourtant on le voit à l'échelle du pays, les conséquences sont quand même vraiment très très ravageuses. Merci Glenda. On n'a pas fini puisque on va passer
Après, au défi, on te réserve un petit défi. Avant, c'est le mot de la fin. Je suppose que tu as envie de nous dire quand même un dernier mot sur ce phénomène qui concerne tout le monde. C'est le mot de la fin. Glenda, alors qu'est-ce que tu as envie de dire aux téléspectateurs qui nous regardent et qui ont envie peut-être eux aussi d'agir à leur niveau en fait? S'ils voient dans les réseaux sociaux, à la télé, des événements qui sont créés par des associations environnementales, de participer. Parce que 1 + 1 + 1, ça fait énormément de gens. Et puis du coup, on s'aide parce qu'il faut aider notre planète. Donc participez à ces journées-là. Et si vous avez une association environnementale dans les alentours de chez vous, allez, inscrivez-vous, vous allez apprendre plein de choses. Et vous allez rencontrer énormément de gens. Donc voilà. Et si tu avais un mot à dire pour les grandes puissances internationales? Bougez-vous. Bougez-vous, c'est le mot de Glenda. Merci Glenda, on passe tout de suite au défi. Alors, le défi consiste... Je ne sais pas si tu regardais Fort Boyard. C'est quand on était jeune. Pourquoi on l'est plus? Si. Quand même. Alors, on va mettre le petit bocal dans le saladier, dans le récipient. Il n'y a pas de salade dedans. Aussi. Et puis, c'est la première qui va faire couler le bocal, qui aura perdu. Voilà, on va essayer de faire ça aussi pour la Nouvelle-Calédonie, mais nous, si on peut déjà essayer de faire ça maintenant. Allez, je t'en prie, à toi l'honneur. Moi, je mets les petites pièces. Il faut être stratégique aussi. Hein. Je peux pas mettre la mienne dans la tienne, non? Quoi? Tu voudrais faire ça? Non, quand même. Là, c'est kiff-kiff, mais c'est à ras de l'eau quand même. Hein. Tu veux que je te donne une pièce de 1? Allez. Non, je voulais les deux. Voilà. D'accord. Voilà. Ah là là, bah super, j'ai perdu. Ok. C'est pas de ma faute, mais bon. C'est la faute de la pièce. C'est ça. Merci Glenda d'avoir été avec nous. En tout cas, on te souhaite remercie. On te souhaite vraiment bon courage encore pour la gestion de ces zones côtières. Et puis, n'hésitez pas, si jamais les gens veulent faire partie aussi, veulent être membres, c'est possible? C'est possible. Tout au long de l'année. La cotisation est de 1 000 francs. Et puis venez vous éclater avec nous dans le partage. Et puis, vous apprendrez plein de choses. Partager, faire aussi en sorte de protéger votre nature. C'est très important. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau feuilleton. Dernière semaine du mois de la presse. Et les enfants n'hésitent pas aussi à se mobiliser et à faire leur propre journal télévisé. Ce sera la semaine prochaine. À bientôt et bonne soirée à vous sur Calédonia.